Mesdames et messieurs, chers amis, chers abonnés de Théo Mediatalk, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver encore cette semaine. Mais avant, je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude pour l'accueil remarquable réservé à la première publication la semaine dernière. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, elle est toujours sur notre page YouTube, vous pouvez la consulter. Vos retours positifs et vos encouragements nous motivent à poursuivre cette aventure avec détermination et passion. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la seconde partie de cette émission. Et sachez-le, chaque épisode est conçu avec le souci d'offrir un contenu pertinent et enrichissant. Nous espérons que cette nouvelle série vous apportera autant de satisfaction que la précédente. Continuez donc à liker, à partager l'émission et surtout à vous abonner. Car c'est ensemble que nous ferons de cette chaîne un forum d'échange enrichissant et inspirant. Bon visionnage. Il y a une question quand même qui est très importante et que quand j'ai dit que je recevais M. Traoré, et quelqu'un a dit, bon, pardon, il faut lui poser cette question parce que c'est vraiment, elle est vraiment très importante. Alors, à quoi la diaspora africaine doit-elle s'attendre en matière d'immigration, donc avec la nouvelle administration à partir du mois de janvier? Bon, écoutez, bon, moi je crois que moi-même je vais au-delà de cette administration-là. Parce que quand nous regardons les différentes diasporas, il n'y a pas que la diaspora africaine, hein, quand nous regardons les différentes diasporas, statistiquement, il est prouvé que les Africains, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours valable, sont les immigrants les mieux éduqués de toute l'histoire des États-Unis. Des Africains. Les Africains. Parce qu'on arrive ici, beaucoup de gens ont fait le collège, beaucoup de gens ont fait le lycée. Par rapport à d'autres gens qui arrivent ici, ils n'ont jamais été à l'école. OK? Mais seulement quand tu regardes, ça dit que si on vient avec cet avantage-là, et d'ailleurs, tu vas constater que parmi les langues, tu vois, quand tu vas dans un bureau, les langues, enfin, où les messages sont traduits, dans lesquels les messages sont traduits, souvent, il n'y a pas le français. Yeah. Tu vois? Il y a cette attitude-là qui consiste à croire que ceux qui parlent français, ils comprennent l'anglais. Bon, et c'est vrai qu'on se débrouille mieux que les autres. Écoute, quand tu viens de Côte d'Ivoire, tu as fait le collège, tu te débrouilles mieux que les Chinois, qui n'ont jamais appris un mot d'anglais. Voilà, toi, tu as fait au moins 4 heures d'anglais, même si tu n'aimais pas le prof d'anglais ou bien tu n'aimais pas la matière. Mais au moins, il y a des choses que tu connais, contrairement à d'autres qui ne connaissent pas du tout un seul mot. Donc, on vient avec cet avantage-là. Donc, intellectuellement, on est quand même en avance par rapport à beaucoup de communautés immigrantes. Oui, mais Monsieur Traoré, si nous avons cet avantage-là, comme vous le dites, pourquoi cela ne se reflète-t-il pas dans notre situation sociale ici aux États-Unis? Dites-nous. Voilà, je crois que c'est la question à laquelle nous devons tous répondre, et particulièrement, comme je disais le dimanche dernier, au moment où nous avons des enfants qui naissent ici, ou bien qui sont arrivés ici tout petits et qui grandissent ici. Et donc, nous avons un devoir de leur préparer le terrain pour qu'ils fassent mieux que nous. Et cela, évidemment, requiert, tu vois, une certaine attitude, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une vision partagée. Et puis aussi, il faut être intentionnel. Et quand il dit intentionnel, quand les Chinois sortent de chez lui et qu'il va faire ses emplettes dans une boutique des Chinois, il sait, tu vois, c'est intentionnel. Il a vu les autres, mais il dit, je vais là-bas, parce que ça s'inscrit dans une démarche. Quand les Chinois se réunissent, enfin, les Asiatiques se réunissent, ils disent, bon, écoutez, nous allons créer un after-school programme. C'est intentionnel. Ils se disent, dans ce coin-là, nos enfants vont apprendre beaucoup de maths, beaucoup de technologie, etc., etc., parce que c'est ça qui paye bien aux États-Unis. Et donc, tu vois, ils arrivent quand même, si tu veux, à marquer l'espace. Tu vois. Et autre chose encore que je veux ajouter, parce que je pense que si vous arrivez dans un pays et que vous voulez conquérir, entre guillemets, une parcelle de ce pouvoir-là, il faut être intégré. Quand tu vas à DMV, combien d'Africains tu vois là-bas? Tout le monde va à DMV, mais combien d'Africains tu vois là-bas? Et c'est parce qu'on n'a pas les niveaux? Non, souvent on est surqualifié. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les papiers? Non, souvent on a les papiers, mais on n'y va pas. Quand tu vas à Social Security Administration,
où tout le monde va aussi. Combien d'Africains tu vas là-bas? Tu vois là-bas? Il n'y en a presque pas. Alors, pour notre audience, DMV, c'est l'administration publique ici aux États-Unis. C'est un peu le service social où on peut se faire délivrer la pièce d'identité, le permis de conduire. Donc, c'est un peu l'équivalent de la fonction publique dans la plupart de nos pays africains. Voilà. La même chose, tu vas à l'immigration, tu vas un peu partout, tu regardes la police, tu regardes un peu partout. On n'est nulle part. Tout simplement, mais par contre, dans ces coins-là, tu vas voir, il y a beaucoup d'Asiatiques. Il y a beaucoup d'Asiatiques. Tous les gens qui font, je veux dire, l'interview de la carte verte, la carte de résidence, quand tu vas constater qu'il y a beaucoup d'officiers qui vont t'interroger, c'est des Asiatiques. Et souvent, leur anglais n'est pas tellement mieux que le tien. Mais ils ont accepté d'aller se former et ils sont dans le chrono. Je ne dis pas qu'ils aident les leurs, mais nous sommes tous des humains. Bon, chacun d'entre nous peut deviner comment est-ce que ça peut se passer à un certain niveau. Voilà. Et donc moi, je pense que il faut que nous travaillions à notre intégration. Parce que nous travaillons dur, nous construisons l'Amérique, nous sommes reconnus comme étant des gens sérieux au travail, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi est-ce que cela ne se reflète pas dans notre succès social? Tu vois, pourquoi est-ce que on n'est pas représenté? Hein? Pourquoi est-ce que là où les gens ont droit à certaines choses, on n'y a pas droit? Pendant Covid, ils ont distribué des millions de gens aux différentes communautés, mais notre communauté n'a rien eu. À EEN, il y a une fondation qui m'appelle, qui me dit, bon, écoute, Traoré, on a comme 79 000, je crois que 70 000, ou bien que 80 000 dollars, voilà, qu'il fallait distribuer. Et ils sont venus à leurs critères, ils ont dit, bon, voilà, écoutez, c'est seulement pour les gens, les immigrants noirs qui vivent dans le East Bay. Bon. On s'est débrouillé, on a donné, je crois, 400 dollars à chacun. Bon, ceux qui avaient des familles un peu plus grandes, on leur donnait 800 dollars. Et puis, mais c'était tout. Mais les autres, ils ont reçu des millions de dollars. Voilà. Alors, souvent, quand ils m'assoient, je me dis, mais comment est-ce que ça s'est fait? Parce que nous ne sommes pas organisés. Parce que nous ne sommes pas intentionnels lorsqu'il y a quelque chose. Tu vois, non, on n'y va pas. On s'organise pas pour y aller. Oui, justement, M. Traoré, vous l'avez dit, parce que nous ne sommes pas intégrés, parce que nous ne sommes pas organisés. Alors, justement, la question de savoir comment nous réalisons cela. Comment est-ce que nous nous intégrons? Comment est-ce que nous nous organisons, nous, en tant qu'Africains ici, pour bénéficier de tout ce dont vous parlez, M. Traoré? Je ne sais pas si c'est une paresse, ou bien alors, pendant longtemps, j'ai interprété ça comme étant le fait que souvent on pense que c'est nous seuls, mais toutes les autres communautés sont passées par là. Et nous allons venir aux États-Unis, travailler dur, faire un peu d'argent, faire beaucoup d'argent, et puis rentrer au pays. Alors, c'est fait que tout ce qui est annexe, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Tu vois? Ça, c'est un peu vraiment l'idéal, quoi. Voilà. Bon, voilà. Mais à la fin, qui sont ceux qui retournent réellement? Les enfants qui ont grandi ici, est-ce qu'ils vont retourner en Afrique? Quand on va leur demander, tu as dit, il va te dire, je suis californien, mais d'origine africaine. Voilà. Et aussi, on va pas les ligoter pour les ramener en Afrique. Et, tu vois. Alors, donc moi, je pense que si on pense, tu vois, au-delà de certains niveaux, parce que, et je dis toujours aux gens, mieux tu es préparé à vivre ici, plus ton retour en Afrique sera facile. Voilà. Si tu es entré dans le système et que tu fonctionnes comme tel, retourner en Afrique sera relativement un peu plus facile. Tu vois. Mais si tu dis, oh, je fais l'argent, tu n'as rien appris d'autre. OK? Et puis tu rentres. Mais combien de gens on a vu revenir ici parce qu'ils n'avaient plus de sous? Voilà. Alors, donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu, tu vois, un changement dans notre manière d'approcher même l'immigration. Et je le dis toujours, hein, tu vois, sous le signe du fait que moi, je suis un croyant. OK? Et je dis toujours que là où Dieu t'a permis de te lever chaque matin à le souffle divin, tu vois, non, ça doit être une motivation supplémentaire pour aller au-delà de ce que tu percevais au début. Voilà. Donc, si au début tu es arrivé, bon, à l'intérieur, et puis bon, au fur et à mesure que tu avances, bon, tu te rends compte que, ben, écoute, voilà, ben, je vais me marier. Voilà, je suis marié, voilà, j'ai des enfants. Voilà, j'ai ma famille qui vit avec moi ici. Et finalement, je crois que ce dont l'Africain a peur, c'est de dire, ma vie, c'est ici. Mais quand tu regardes les Asiatiques, si tu vas à Milpitas, tu vas voir que beaucoup de magasins à Milpitas portent des écriteaux en vietnamien. Voilà. Tout comme si tu vas à Daly City, tu vas voir que c'est le coin des Filipinos. Et tu vois. Et les Vietnamiens que tu vois, c'est les boat people après la guerre du Vietnam, là.
ceux qu'on a vus dans les bateaux arriver ici, tu vois, par milliers, ils sont intégrés. Maintenant, qui sont ceux qui construisent le Vietnam? Ils sont plus avancés que nous. C'est vrai qu'il reste quand même un pays relativement pauvre, mais ils sont plus avancés que la plupart des pays africains. Absolument. Voilà. Et pourtant, quand il y avait la guerre du Vietnam, bon, c'était un pays extrêmement pauvre. Voilà. Mais qui sont ceux qui ont construit le Vietnam? Voilà. C'est les bonnes people qui sont venus ici. La diaspora. Même la Chine a avancé. Pourquoi? Nous, on savait tout ce qu'il fait un temps où les Chinois envoyaient tous les enfants ici. Alors, donc, je pense quand même qu'il y a certainement cette conscience-là qui est, enfin, que nous devons avoir. Ce n'est pas que nous tournons dos à nos pays d'origine. Tu vois. Et si jamais nous avons cette conscience-là, on sera même beaucoup plus, on aura même un apport beaucoup plus soutenu à nos pays d'origine. Donc, pour moi, je pense que nous avons le devoir de nous organiser. Et c'est ça. Parce que tu sais, quand on parle des migrants, si tu vas à la frontière, d'ailleurs, bientôt, mon équipe doit aller là-bas pour une semaine pour aller voir sur place ce qui se passe là-bas. Tu vas voir. La frontière mexicaine. Voilà. Tu vas par San Diego, voilà, Mexique, États-Unis. Tu vas voir que, et souvent, je cause aussi avec les jeunes noirs qui arrivent, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'Asiatiques. Mais est-ce que quand on parle, tu entends parler des migrants asiatiques? Non. Il y a beaucoup de Russes. Est-ce que tu entends parler des migrants russes? À la frontière là-bas, hein, ils suivent le même chemin que les autres, ils passent par la jungle et tout ça là. Ils sont là-bas, mais ils sont organisés. Déjà, dès le départ, ils sont organisés. Et quand ils entrent, on ne les voit plus. Même à New York, on dit, oh, tiens, voilà, ouais, les migrants traînent un peu partout. J'étais à New York là, pour une convention. On est même allé à Downtown là. J'ai vu là, j'ai même causé avec quelques-uns. Mais tu vois pas les Asiatiques. Mais comment ça se fait? Très bien, c'est parce qu'ils sont organisés. Tu vois, ils sont organisés. Tu vois, ils absorbent. C'est ceux qui viennent. C'est vrai que, bon, évidemment, bon, je peux pas les juger. Bon, c'est quand même bizarre que tu es à Chinatown, et puis tu vois les gens qui travaillent dans les magasins, ils comprennent pas un mot d'anglais. Mais ils sont là-bas entre eux parce qu'ils ont réussi à créer ce circuit-là interne entre eux là-bas, qui fait que le gars qui arrive, mais le gars qui parle pas anglais, son fils va aller à UC Berkeley. Le gars qui parle pas anglais, son fils va aller à Stanford. Le gars qui parle pas anglais, tu vas voir son fils en train de conduire une belle voiture que les parents lui ont achetée parce que les parents investissent tout en lui. Donc, quand les immigrants arrivent comme ça, ils traversent la frontière, il y a ces groupements sur place ici pour recevoir leurs immigrants, leurs bien sûr. Leurs compatriotes, et puis bien sûr. de les aider en même temps. Oui, bien sûr. Mais c'est pas la même chose pour nous les Africains. Non, pas du tout. La preuve, c'est que African Advocacy Network est la seule, et je chante partout, on a besoin de plusieurs African Advocacy Network. Toi-même, tu as vu un peu l'évolution de la communauté. Il y a quelques années, quand tu voyais un Africain, tu dis, oh, c'est comme si tu avais trouvé de l'or. Mais maintenant, on nous voit un peu partout. Donc, on n'a même pas besoin de statistiques. Tu vois, non, l'expérience visuelle est déjà largement suffisante pour dire, écoutez, nous sommes nombreux maintenant. Tu peux pas, a priori, comparer les Africains aux Hispaniques qui, eux, ont le lien de la langue. Ils parlent pratiquement tous espagnol. Qu'ils soient de bonne qualité ou de mauvaise qualité, en tout cas, ils se comprennent. Mais quand tu regardes l'Afrique, en Afrique, on ne voyage pas beaucoup. Tu as déjà rencontré quelqu'un qui vient du Botswana, toi? Non. Bon, très bien. Et tu vois. Bon, donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, tu parles avec quelqu'un du Botswana. Moi, c'est un peu comme si je parlais d'un Asiatique. Ben, j'ai aucune idée de leur culture. J'ai aucune idée de ce qu'ils mangent. J'ai aucune idée de leur musique. J'ai aucune idée de ce qui se passe dans leur pays là-bas. Et vice versa. Et donc, souvent, quand je vais au séminaire, j'explique, je dis, écoutez, vous savez, nous avons un problème. Il y a une couche supplémentaire sur laquelle nous devons travailler. Parce qu'en Afrique, nous ne voyageons pas. OK? Nous sommes une communauté extrêmement diverse. Culturellement, linguistiquement, voilà, nous sommes extrêmement divers. Et comme nous ne voyageons pas, les voyages sont très chers en Afrique, et puis bon, on n'a pas toutes les dispositions qu'il faut. Et par conséquent, la première fois que nous nous rencontrons, c'est quand nous nous retrouvons sur le sol américain. Alors maintenant, vous entendez de nous que automatiquement, on se met ensemble parce qu'on vient du même continent. Non. Il faut d'abord, la première étape, c'est de chercher à nous connaître. Entre nous, Africains. Oh, il est de l'Est, il est du Sud, il est de l'Ouest, il est du Nord, etc., etc. Et tu comprends? Donc, à partir du moment où vous avez franchi cette première étape-là, maintenant, alors vous pouvez vous retrouver. Maintenant, ce que je dis, c'est pas pour autant perdu. Parce que ce que les aînés n'ont pas pu faire, maintenant, je pense que nous avons le devoir, dès le très bas âge, d'amener nos enfants ensemble. Organisons le tournoi de football, organisons certaines choses.
c'est pas moi, faisons tout ce que nous faisons, mais que le petit Rwandais à côté du petit Ivoirien, du Kenya, ils aient au moins en commun. Oh, nous venons du même continent. Nos parents viennent du même continent et qu'il y a ces liens-là qui existent entre les Asiatiques, qui existent entre les Hispaniques, mais entre les Africains, tu vois, on n'a pas encore réussi à créer ça, tu vois, d'une manière vivante, tu vois, d'une manière vivante. Maintenant que, en attendant que ces organisations se mettent en place en ce qui concerne les Africains, alors, pour un jeune qui arrive, qui traverse la frontière et qui rentre dans ce pays, à quoi faut-il s'attendre? À quoi faut-il s'attendre, surtout avec la nouvelle administration qui vient? Oui, justement. Alors, parlons de la nouvelle administration. Vous savez, moi, je pense qu'il y a le langage politique. Voilà, c'est que le candidat aux élections pense que ses électeurs veulent entendre et qu'il va leur servir. Donc, pour le moment, ce qui est à la mode, c'est l'immigration. Et Donald Trump, il n'a jamais caché qu'il n'aime pas particulièrement les Noirs. Bon, je crois que c'est une ligne qui est dans sa famille, parce que j'ai lu quelque part que quand son père avait construit les appartements à New York, il a donné un consigne très clair, pas de Noirs dans mes appartements. Ok. Alors, donc, et je pense que ce que nous avons pour nous surtout, tu vois, c'est la résilience. C'est-à-dire que nous sommes comme le roseau qui plie, mais ils n'auront pas. Ok. Et je crois que ça, c'est quelque chose quand même qui est à notre avantage. Bon, maintenant, comment est-ce que nous mettons ça au profit de notre communauté, c'est ça qui est important. Maintenant, je pense que notre résilience devait partir de certaines choses. D'abord, il faut que nous communiquions. Donc, je reviens toujours à la communauté. Tu vois, non? Si nous construisons une communauté, quand je vais, les gars, ils parlent de organisons la communauté. Il dit, mais tu vas organiser cette communauté. Quelle communauté? Il faut d'abord créer la communauté. Il faut créer le sens de la communauté. Bien sûr. Tu vois, non? Et parmi les gens, de telle sorte qu'ils acceptent et qu'ils disent, c'est vrai, je suis du Rwanda, je suis du Botswana, ou bien je suis du, c'est pas, Swaziland, whatever. Mais que, au-dessus de ça, nous avons intérêt à nous retrouver parce que nous avons quelque chose en commun. Voilà. Les gens, bon, ils appellent les pays africains les trous à merde. Bon. OK. Nous sommes les seuls. Voilà, qui l'a désigné comme ça. Alors, donc, mais moi, je pense que, dans tous les cas, l'Amérique est l'Amérique, hein, qu'on le veuille ou pas, chacun a des droits. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà. Nous avons tous des droits en Amérique. Voilà. Tant que j'ai rien fait, tu peux pas venir me prendre comme ça pour dire, oh, dire, voilà, toi, tu es ça, un Africain. Ils avaient sorti une loi au Texas. Et je sais pas si c'était SB 1070 ou bien SB 70. Qui permettait aux policiers de t'arrêter et de t'interroger sur ton statut d'immigration, seulement à partir de ton accent ou bien alors après de ton apparence physique. Donc, en gros, c'était un peu quelque chose qui disait, OK, si tu n'es pas blanc et que tu parles pas anglais avec l'accent que eux ils veulent, donc automatiquement, tu es sujet à un contrôle de police. Bon, ça, c'est la discrimination. Parce que ce qu'on ne sait pas souvent, parmi les blancs, moi, je vais vous dire, là, il y a des blancs qui n'ont pas d'adresse et qui reçoivent leur courrier à mon bureau. Ils n'ont pas d'adresse. Une fois, je suis allé à l'hôtel de San Francisco, tout d'un coup, il y a tout un groupe. Ils étaient des blancs immigrants, des immigrés. Hein? Des blancs qui mais ouais, qui n'ont pas de papier, qui n'ont même pas d'adresse. Qui n'ont même pas d'adresse. Et donc, je vais à cette réunion et il y a les gens, une bonne trentaine, ils arrivent, ils sont tous en t-shirt vert. Tiens-toi bien, c'était les Irlandais. Qui n'avaient pas de papier et qui avaient, pour certains parmi eux, des entreprises de construction. Les Irlandais, ils sont beaucoup dans les bâtiments, ils sont beaucoup dans la construction. Donc, ils avaient des entreprises de construction, mais ils n'avaient pas de papier. Donc, ils étaient venus demander à Immigration. Des entreprises ici sur le sol. Ici, ouais, des entreprises qui ont pignon sur eux et tout ça, mais ils n'ont pas les papiers. Voilà, ils n'ont pas les papiers. Donc, ils sont allés, il y a un qui expliquait, il disait, voilà, moi j'ai tant d'employés, voilà quoi, mon chiffre d'affaires c'est tant, etc., etc. Bon, mais seulement, voilà quoi, j'arrive pas à avoir des papiers. OK? Alors, donc, je pense que cette loi-là qui fait que selon ton apparence physique, tu vois, on peut te poser des questions, mais par contre, ce même policier, s'il voit un Irlandais, il va pas lui poser des questions parce qu'il est blanc. Et puis l'anglais, c'est sa langue. Voilà. Donc, du coup, tu vois, on parle déjà du fait qu'il y a un élan de discrimination, là. Tu vois, dès le départ. Donc, maintenant, pour revenir à je crois, la nouvelle administration, en guillemets, la bonne chose, c'est que c'est pas la première fois qu'on va avoir affaire à cette administration-là. Voilà. La première fois, bon, il avait dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que le monsieur
ceci étant dit, hein, il ne faut pas qu'on se trompe, hein, nous sommes nombreux à avoir voté ce monsieur-là. Voilà, nous les immigrants. Il inclut les Africains. Nous sommes nombreux à l'avoir voté. Bon, n'est-ce pas, pour certaines raisons. Et en général, je ne discute pas les questions politiques, parce que je me dis toujours, aller en politique, c'est comme aller en religion. Voilà, ne viens pas me demander pourquoi est-ce que je crois en Dieu. Ok, ça c'est mon affaire. Donc, tout comme quand j'adhère à un certain parti, ou bien alors je supporte les idées d'un certain parti politique, bon, tu vois quoi, j'ai pas d'explication à te donner, en tout cas. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, je ne suis pas politique parce qu'aller en politique, c'est comme aller en religion. Voilà, ne viens pas me demander, j'ai dit plusieurs fois, je suis incroyant, ne viens pas me demander pourquoi je crois en Dieu. Voilà, ça c'est mon affaire, et puis bon, peut-être que je ne peux même pas t'expliquer. Voilà. Alors, donc, je pense quand même que, et beaucoup parmi nous, l'ont élu, les latinos, les immigrants noirs, les Africains américains, disons, enfin, les Arabes. Mais pourtant, on a très vite oublié, parce que ce qu'il avait fait, pendant ces 4 années, il a sorti plus de 400 mesures contre les immigrants. 400. Plus de 400 mesures. Plus de 400 mesures. Voilà, au bout de 4 ans. Plus de 400 mesures contre les immigrants. Et je crois que, et j'ai toujours dit aux gens, peut-être le truc de ce mec-là, c'est que il fait les choses, il sait qu'il sera combattu, mais il sait qu'il y aura toujours du reste. Voilà. Et c'est comme le sac de piment. Hein, c'est pas parce que le sac est vide que tu vas mettre ta tête dedans. Voilà, ça va te brûler. Et tu vois. Alors, ce qui fait que, par exemple, tu as avant, quand quelqu'un demandait un permis de travail, au bout de 2 ou 3 mois, il avait son permis de travail. Maintenant, il peut attendre une année. Voilà. Avant, quand quelqu'un a fait une demande d'asile, au bout de 2 semaines, il avait son résultat. Maintenant, les gens attendent des années. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'une manière intentionnelle. Tu vois, il a essayé de détruire tout un système. Il a enlevé tous les juges qui étaient un peu souples. Il a même nommé des gens qui n'étaient même pas eux-mêmes des juges, tu vois, au départ, pour les mettre là. Et puis pour dire, bon, écoutez, les gars, passez la machette dans le lot. Voilà. Alors, donc, mais, est-ce que ça nous a empêché de survivre? Non, on a survécu. Donc, je pense que cette année, peut-être la plus grosse différence, ce sera que il sait qu'il va pas revenir. Il sait que c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. Voilà. Et je pense qu'il va faire plus dans les affaires, tu vois, non, que, bon, tu vois, en fait, les questions internes. Je ne pense pas que les questions internes vont vraiment l'intéresser. Par lui, ce qui va surtout, ça c'est ma lecture à moi, c'est comment est-ce qu'au sortir de ces 4 ans, j'aurai plus de relations d'affaires. Elon Musk, il est là, c'est pas pour rien. Voilà, je crois que, bon, voilà quoi, il a vraiment donné le signal. Et donc, je pense qu'il nous revient à nous encore, tu vois, de continuer à nous parler. Parce que, tu vois, pour moi, je pense que ces 4 ans seront 4 années de solidarité. On va très vite se rendre compte que beaucoup de choses se sont passées qu'on avait mal lues, et maintenant on va les comprendre. Je pense qu'il nous reviendra à nous, et comme on dit, à quelque chose de malheur bon. J'espère que les Africains, les immigrants africains particulièrement, puis c'est de ceux-là qu'il est question, vont prendre le temps maintenant de s'organiser. Et à tous les niveaux. Quand ils s'organisent à tous les niveaux. La défense interne. Voilà. Tu vois, non? Il va falloir que nous, tu vois, on n'a pas de leadership. Il va falloir que nous, et puis qu'on donne aussi à chacun sa place dans la société que nous avons créée aux États-Unis ici. Que les hommes de Dieu jouent le rôle d'hommes de Dieu. Ok? Que, enfin, ceux qui ont une certaine influence, qui jouent leur rôle. Ceux qui ont un certain savoir, qui jouent leur rôle. Et quand il y a un certain savoir, écoute, on appelle les jeunes gens là qui sont dans les compagnies tech. Pourquoi est-ce que pendant les vacances, on ne réunit pas nos enfants pour leur faire des petits bootcamps? Pour déjà, dès le début, commencer à leur donner ce sens-là, la science et la technologie. C'est ça aussi qu'on a besoin en Afrique. C'est ça. Et c'est plus que, à la limite, moi je me dis, plus que l'argent et lesquels on retourne, l'Afrique a besoin de voir de plus en plus ses enfants qui retournent avec un savoir pointu. Tu vois, pour qu'on puisse rattraper le retard que nous subissons, on nous exploite, bon, et ainsi de suite. Donc moi je crois que qu'on est en conscience, tu vois, de vouloir créer notre propre société. Voilà, avec toutes les articulations. Moi, est-ce que tu as vu une société où il n'y a pas de tête? Même dans nos villages, même dans nos campements les plus reculés, il y a toujours une certaine hiérarchie. Il y a le chef du campement, le chef de famille, et puis les différents pères de famille sont ceux qui l'assistent, et maintenant le reste, la communauté du campement, tu vois, c'est ça qui constitue la société. Donc, je pense que naturellement, nous avons ce sens-là, mais bon,
il va falloir qu'on le remette sur la table, il va falloir qu'on le retrouve et que dans le contexte américain tel qu'il est, que nous réfléchissions pour voir quelles sont les meilleures approches que nous pouvons avoir pour nous organiser effectivement et pour avoir le niveau de réussite auquel on a droit par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous contribuons en Amérique. En tout cas, M. Traoré, c'est vraiment crucial ce dont vous parlez actuellement. Alors, pour les deux dernières questions, il y a une qui est très importante quand même. Pour le jeune Ivoirien, toutes ces idées, c'est de venir aux États-Unis. Ouais. Alors, quel conseil donneriez-vous à celui-là qui envisage vraiment d'immigrer aux États-Unis pour vivre aussi le rêve américain? C'est-à-dire les différents processus quand, depuis le départ jusqu'à l'arrivée, et comment il s'y prend ici. Mais moi, je pense que, bon, bien, on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir vivre son rêve, hein. De venir en Amérique. Bon, il y a des millions et des millions de gens qui sont venus, c'est ce qui est dit aux gens. Vous savez, il y a des millions qui sont venus avant nous, il y a des millions qui sont là pendant que nous sommes là, et il y a des millions qui vont venir. Par conséquent, c'est un truc qui est continu. Ok. Alors, donc, pour moi, celui qui vient, bon, je crois que surtout si Dieu l'a béni, parce que, comme je disais la dernière fois à l'église, on oublie souvent tous les milliers qui meurent chaque jour en essayant d'arriver dans la même Amérique. Donc, on oublie souvent que chaque jour, il y a des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers de gens qui meurent quelque part dans le monde parce que leur rêve, c'est d'arriver en Amérique. Maintenant, à partir du moment où tu es arrivé, maintenant, alors, le reste, c'est d'entamer parce que Dieu, il a fait sa part. C'est pas qu'il n'aime pas les autres qui sont morts en cours de route. Voilà. Mais pour une autre, c'est lui qui est le seul décideur, il t'a permis d'entrer. Maintenant, il te permet à toi de t'asseoir et surtout, bon, de parler aux gens, tu vois, qui veulent parler, et en même temps, s'il revient aussi à ceux à qui il parle, de lui donner les bons conseils. Tu vois, non? Ce n'est pas des causeries de quartier où on a fini en train de jouer au damier, on joue là. Non. C'est la vie. C'est la vie des gens. Tu es en train de mettre en place ton futur. Et par conséquent, si tu as des gens, c'est ça, je pense qu'il y a un truc qui manque dans notre communauté, surtout pour les nouveaux arrivants, c'est le mentor. Tu vois, non? Parce que, écoute, quelqu'un qui arrive nouvellement, s'il n'y a pas des gens pour le tenir par la main, il peut se perdre. Bon, l'Amérique, tu vois, c'est l'Amérique, hein. Bon, on connaît les gens qui sont venus ici, ils sont perdus à cause de la drogue, tu vois, on peut plus les récupérer. Bon, tu vois, et il y a ce genre de choses-là. Donc, je pense que si on a cet élan de solidarité, hein, ça va te prendre, mais moi, j'ai vu des gens venir à mon bureau, et me dire, mais au fond, quand moi je suis arrivé ici, j'ai soufflé, personne ne m'a aidé. Mais pourquoi tu parles aussi, ils souffrent comme moi? Là, tu vois. Bon, alors, je pense que c'est le genre d'idée qu'il faut vraiment laisser tomber. Parce que, si nous sommes ensemble, nous allons tous réunis. Si nous sommes réunis, nous allons tous réunis. C'est vraiment de l'africain, ça, cette idée. Ben, écoute, je pense que c'est peut-être des choses qui prennent ici. Je pense, hein, ou bien je pense que, bon, et pour la petite histoire, je vais faire aussi une nuance entre l'immigrant et l'aventurier. Ok. Voilà. Moi, tu viens au bureau, tu veux dire que tu es un aventurier, automatiquement, je me méfie de toi. C'est qui l'aventurier? Bon, je pense, tu sais, enfin, pour te donner un exemple typique, l'aventurier, c'est pas celui qui prend la route du désert, pour traverser le désert, parce qu'il sait pas s'il va arriver. En gros, c'est ça l'aventure. L'aventure, tu vois, c'est ce qu'il y a d'inconnu, voilà. Bon, même si son objectif est là, mais il sait pas comment il va y arriver. Okay. Pour lui, il s'est dit, à nous aller, on a qu'à avancer seulement, arriver là-bas, on va voir. Bon. Et c'est les gens qui peuvent aller à des choses vraiment extrêmes, parce qu'ils sont prêts à tous les coups. Voilà. À passer en ce moment, lui, la morale, ça l'intéresse pas. Donc, quand je vois quelqu'un qui a peut-être un visa, et qui est en train de s'asseoir, qui vient s'asseoir devant moi, et qui me dit, je suis un aventurier, il dit, ça, c'est de l'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Il t'a permis d'avoir un visa. Tu t'es assis maintenant dans un avion, tu débarques et tu dis que tu es un aventurier. Non. Dieu t'a ouvert la voie. Maintenant, va vers qui il faut aller, n'est-ce pas, pour te renseigner. Et aussi, dès le début, il faut être très à cheval sur tes projets, il faut être très à cheval sur tes rêves, sur tes ambitions. Okay. Voilà. Il ne faut pas les lâcher pour quoi que ce soit. Et ça arrive, très, très souvent que, bon, je crois que, si jamais il n'y a pas de gens pour leur parler, ils perdent leurs ambitions. Ouais. Et ils restent à la petite. Et c'est pour ça que je pense que si jamais on est regroupé et qu'on crée, tu vois, cet élan de fraternité, cet élan de solidarité, c'est ça qui va permettre à ceux qui ont plus d'expérience, n'est-ce pas, d'aider aux nouveaux venus.
Quand on est venu, on n'avait pas quelqu'un pour nous parler. Exactement. Voilà. Donc, c'est que vous pouvez faire. Allez-y vers la communauté. Voilà. Allez-y vers la communauté. Regroupez-vous. Et si vous avez des questions, appelez un aîné. Hey, tiens, écoutez, voilà, est-ce qu'on peut avoir une causerie avec toi? Et puis, posez leurs questions. Tu vas discuter avec eux. Donc, je crois que, enfin, c'est celui qui arrive nouvellement. L'information est la chose capitale. Mais si tu respectes les aînés, tu leur donnes le respect qu'il faut, certainement vont t'adopter. Voilà, ils vont te dire, ah, mon petit, depuis que tu es venu là, tu fais quoi? Tu vas dire, ah, bon, tu as vraiment de pêcheurs. Eh, petit, va t'inscrire là-bas, là. Tu n'as pas besoin de payer pour le cours d'anglais. Va apprendre l'anglais. Et puis surtout, faut pas lâcher. C'est nous, en tant que communauté, comment est-ce que nous allons nous asseoir? Parce que nous, les Noirs, qu'on ne le veuille pas, il y a une certaine adversité qui existe, qui est politique, et qui est clairement exprimée. Ouais, ils ne le cachent pas. Donc, peut-être, certains parents vont se dire, oh, moi, ça me concerne pas. Mais à la fin, la question que certains peuvent dire, quand il va finir après les sans-papiers, maintenant il parle de plus en plus de dénaturalisation. Ils avaient créé même un bureau chargé de la dénaturalisation. Sous Trump la première fois. Et est-ce que ça va revenir? Ouais, il y a de fortes chances que ça revienne, ouais. Alors, donc je pense qu'il faut une nouvelle mentalité, tu vois, qui sera empreinte de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'humilité, tu vois, non? Et puis, je pense que avec ça, nous devons construire la communauté. Les enfants naissent ici. C'est les Américains. Yeah. Tu vois? Et si un jour ils décident de ne pas retourner en Afrique, on va pas les ligoter pour les ramener. Bon, et ils restent avec la famille. Voilà. Et c'est comme ça que tu vois les gens ici, oh, ils sont américains de deuxième génération, troisième génération. Voilà. Et bientôt, nous aussi, nous allons commencer à avoir le même langage. Mais comment est-ce que nous allons marquer nous-mêmes notre présence aux États-Unis? Voilà. Et je pense que d'un élan de solidarité aussi, tu vois, avec une vision claire et avec des intentions très fortes. Je pense que c'est maintenant pour ce qui concerne Trump, bon, écoutez, on va l'écouter. Et aussi, il faut qu'on se dise toujours que l'Amérique, c'est l'Amérique. Il y a une constitution qui est là pour tout le monde. Tout le monde a des droits. Voilà, quoi. Et que Trump, il sera combattu. Voilà, c'est clair. Voilà, la première fois, il a été combattu. Voilà, il sera combattu. Bon. Maintenant, si tu jettes un coup d'œil un peu plus sur peut-être les Arabes qui l'ont voté parce qu'ils sont fâchés avec Biden, bon, plus Biden supportait Israël, mais ils ont vite oublié le Muslim ban. Où Trump avait décidé que les musulmans n'entrent pas. Voilà. Mais est-ce que ce Trump-là a changé pour autant? Non. Non, c'est le même Trump. Donc c'est pour ça que je dis que quand tu as ton bulletin de vote, bon, quand tu votes, ça dépend de comment est-ce que tu penses à ton vote. Est-ce que je vote, tu vois quoi, pour le sort de toute une société en pensant au reste de la société, ou bien est-ce que je vote parce que c'est un droit, tu vois, qui m'est donné par la Constitution et que, bon, je peux l'exprimer comme je veux. Voilà. Bon. Mais je pense que pour nous, les immigrants, on n'a pas toujours eu le choix. Et si jamais on cultive en nous, en commençant, parce que pour nous, les aînés, c'est pas que je dis que c'est perdu, mais je pense que le travail sera certainement beaucoup plus efficace si on commence dès déjà avec les enfants, avec la ferme intention de leur donner, tu vois, ce comportement et ce profil qu'il faut pour qu'ils réussissent effectivement en Amérique mieux que nous. Yeah. Alors, vraiment, je pense que ces informations sont vraiment utiles pour nous tous. Alors, c'est vrai, c'est clair, quand on arrive pour la première fois aux États-Unis, qu'on est un jeune Ivoirien de Africain, la première des choses à faire, c'est de s'adresser à sa communauté. Ouais. C'est de s'informer auprès de ceux qui sont déjà là pour avoir les bonnes informations pour pouvoir continuer sa vie ici aux États-Unis. Alors, on va revenir à votre structure, African Advocacy Network. Quels sont les projets futurs que vous connaissez pour la diaspora africaine, pour l'immigration africaine? Bon, disons que dans les médias, nous travaillons sur, enfin, bon, nous allons continuer à fournir les services d'immigration et il nous faut encore beaucoup plus d'avocats. Parce qu'on a 3, bon, avec les New Yorkais, bon, c'est pas suffisant, donc on continue à se battre. Ils sont tous africains, vos avocats? Non, justement, voilà, il y a une Ougandaise. Bon, ça aussi, ça c'est encore un autre truc, hein. Wow. Et bon, ça n'engage que moi encore. Le non-profit, tu sais, bon, j'ai vu les gens venir au bureau. Et, bon, par exemple, pour il doit payer peut-être 2500 livres, il faut payer 200. Il dit, mais pourquoi il doit payer 200? Bon, et je leur dis toujours, vous savez, il y a parmi nous des indigents. Par exemple, tous les gens qui sont en détention, ils payent pas un centime. On fait tout du premier au dernier, à la dernière action, de la première à la dernière action.
Tout est gratuit. Y compris les traductions, même quelquefois il doit payer les frais, on paye tout ça pour eux. Ceux qui sortent de détention, c'est la même chose. Ils sont pris en charge par l'organisation à 100%. Pour tout ce qui concerne, et quelquefois quand on calcule, après tout le temps qu'on a mis dedans, ce qui paye un avocat privé, souvent on se rend compte que ça dépasse les $20 000. Bon, qui ressort, tu vois, sans payer un centime. Mais je me dis que, c'est un effort qui serait beaucoup. Alors, donc, attends, pour être plus clair. Oui. Alors, quand vous êtes étranger, c'est-à-dire, vous êtes, je prends le cas d'un Africain, qui vit ici, et son visa a expiré depuis longtemps, il est dans la clandestinité. Alors, s'il a un problème avec la police, est-ce que c'est la prison directement? Non, ben écoute, ça dépend toujours. Bon, et c'est là. Bon, justement, en parlant de police, ça, je disais que know your rights est extrêmement important aussi. Okay. Bon, parce que s'il y a des problèmes à la police, tu t'en vas. Voilà, tu t'en vas. Et tu te rends compte qu'il a déjà raconté beaucoup de choses. Bon, qu'il n'aurait jamais dû raconter. Voilà, même si lui, il a convaincu qu'il est innocent, mais il te dit, ce que tu dis, c'est utilisé contre toi. Tu comprends? Donc, si jamais il a des meilleurs à la police, la première chose qu'il devrait savoir, c'est vraiment, il faut que je me taise. Il peut pas te frapper. S'il veut t'arrêter, laisse-le t'arrêter. Mais garde le silence complètement. Voilà, garde le silence. Parce que le silence, en plus de 90% des chances, ne va pas t'arranger. Okay. Voilà, parler ne va pas t'arranger. Voilà, parler. Donc, voilà, ton salut, c'est surtout dans le silence. Donc, si tu as des meilleurs à la police, c'est d'abord te taire. Ensuite, de deux, comme tu n'es pas, en fait, l'anglais, c'est pas ta langue natale. Demande toujours un interprète. Et ils doivent te parler dans une langue que tu comprends. Aussi, s'ils te parlent, c'est pas la peine de te fatiguer à vouloir utiliser ton petit anglais, tu vois, pour leur dire les choses. Non. Mais, moi, je comprends pas anglais. Et puisque je comprends, je suis pas sûr que bon, ça va vraiment. Je vais donner la bonne réponse. Voilà. Donc, voilà. Et je veux un interprète. Bon, écoute, ça fait peur. Je dis pas non. Voilà, c'est le trouver face. Bon, en Afrique, en général, chez nous, on appelle les gens en uniforme. Par conséquent, on vient avec ça ici. Donc, ça fait peur. Mais, dis-toi que personne ne peut te toucher ici. Et tu vois, voilà, personne ne peut, tout comme dans en Californie, aucun flic n'a le droit de te demander quel est ton statut d'immigration. C'est totalement illégal. Et tu peux les poursuivre. Voilà, parce que c'est pas ça leur boulot. Ils sont là pour poursuivre les voleurs, les malfaiteurs, des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec mon statut d'immigration. Donc, si tu m'arrêtes, voilà quoi, tu n'as pas le droit de me demander mon statut. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses à voir. Donc, quelqu'un qui est arrêté, de nouveau, tu ne comprends pas très bien ce qui se passe, la première chose. Faut même pas leur parler. Voilà, essaie de leur expliquer. Bon, il y a même des cartes rouges là qu'on demande quelquefois aux gens. Tu leur donnes la carte, tu dis, bon, écoutez, voilà, je me réserve le droit de ne pas parler. Je ne parlerai que lorsqu'il y aura quelqu'un qui pourra effectivement me comprendre aussi et qui pourra aussi me dire mes droits. C'est pour ça que eux aussi prennent sur le temps de te dire, tout ce que tu dis sera utilisé contre toi. Voilà. Donc, ils ouvrent le piège. Donc, maintenant, c'est à nous. Et je sais que c'est pas des choses tellement évidentes. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui est arrivé nouvellement, bon, pour une erreur quelconque, ou peut-être même pour une erreur d'identité, ils ont été arrêtés. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. C'est vrai, personne ne veut avoir affaire à la police. Mais tu gardes ton calme. S'ils veulent te garder, ils n'ont qu'à te garder. Mais seulement tu leur dis, voilà, moi je ne parlerai pas tant que il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire légalement, voilà, en quoi est-ce que cela m'engage, etc. Et puis la deuxième chose qu'il faut utiliser contre eux, c'est la langue. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui se disent, oh, moi je comprends l'anglais. Mais l'anglais que tu comprends, c'est l'anglais tous les jours. Mais ce que tu es en train de parler les gens, il y a une affaire de loi dedans. Voilà. Et comment est-ce que la loi approche un mot que tu utilises dans le langage quotidien et un mot que tu utilises dans un contexte purement juridique? Voilà. Alors, donc, je pense que pour toutes ces choses-là, et puis bon, voilà, et trouve quelqu'un pour te représenter. Et puis, c'est pas parce que, voilà, tu as commis une faute que tous ceux qui vont te prendre, ils vont te mettre dans un avion. Non. Et moi, je pense que ce conseil-là, ce n'est pas forcément pour ceux qui n'ont pas les papiers, mais pour nous aussi. Ah ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Il faut savoir garder le silence. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'est même pas une affaire des niveaux intellectuels. Ouais. Ben, c'est même pas une affaire, écoute, tu as beau répéter ça aux gens, comme nous le faisons, moi, je dis, si la police me prend, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas réponse à la question. Tu vois, dans un premier temps, avant de me reprendre, ils disent, oh, au fait, bon, voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais. Bon, mais en temps, tu vois, j'aurais déjà parlé. Donc, je pense que, et puis, ensuite, autre chose, on te donne un papier à signer, ne signe pas. Voilà, il ne signe pas. Au passage, il faut pas oublier que
tout ce qui se passe avec la police, c'est que la police pardonne, l'immigration maintient ça. Ça, c'est vrai. Voilà. L'immigration maintient ça. Même si tu avais un ticket parce que tu allais trop vite, la police va te donner un ticket, voilà, bon, tu vas payer ton ticket, mais l'immigration veut savoir ça. Et l'immigration veut retenir ça contre toi, juste à ce que tu prouves que, oh, en fait, voilà, j'ai changé, voilà, maintenant j'ai un meilleur comportement, etc., etc. Alors, comment est-ce que nous nous organisons pour utiliser nos propres ressources à notre avantage, nous, en tant qu'Africains ici? C'est pour ça que African Advocacy a ajouté à son programme d'information et d'éducation, community building. Community building. Voilà. Voilà. Il faut que dans un processus intentionnel, qu'on se donne un certain temps pour bien écouter, il faut que nos femmes se regroupent. Il faut que nos responsables leaders se regroupent. Il faut que les leaders de la communauté se regroupent. Il faut que les présidents d'associations se regroupent. Voilà. Et qu'à un certain point, qu'on se réunisse et qu'on dise qu'est-ce que nous voulons nous-mêmes. Voilà. Et qu'on essaie de tracer une ligne. Ce qui est sûr, ça va être peut-être un travail de plusieurs générations, mais au moins que ça soit lancé. Voilà, community building, voilà, le mot est lâché. Yeah. Et je pense que en matière d'immigration, que ne dirait-on pas? Voilà, avec Monsieur Traoré, un passionné, un expert en la matière. Aujourd'hui, voilà, il nous donne tout ce qu'il faut, toutes les informations utiles pour nous-mêmes et pour tous ceux qui sont en Afrique et qui ont cette intention de venir vivre le rêve américain avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes servis. Vous êtes bien servis et très certainement on reviendra encore pour décortiquer en plus en profondeur cette question cruciale qui est l'immigration. Monsieur Traoré, merci pour ce moment, ce temps. C'est un honneur vraiment pour nous de vous recevoir sur notre plateau et nous pensons que avec vous, avec tout ce que vous avez donné comme information, nous sommes vraiment à l'aise aujourd'hui pour penser que nos frères et nos sœurs, désormais, s'ils arrivent ici aux États-Unis, dès qu'ils mettent le pied ici, ils savent comment s'orienter. Yeah. Alors, un dernier mot? Non, mais écoute, d'abord, je voudrais te remercier, le frère Théodore, écoute, parce que je pense que c'est un signe d'appréciation de ma personne et du travail que nous faisons. Et ça, tu nous as suivi depuis le début. Voilà, encore là, pour longtemps. Et je loue aussi le travail que tu fais, c'est ça qu'on parlait. Il faut l'information. Tu vois, non? Et les causeries, comme ça, tu vas permettre aux gens, certainement, bon, ceux qui vont t'écouter, j'espère qu'ils vont retenir peut-être une ou deux choses, mais qui prennent quand même le temps d'écouter. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, sur la présidente Trump, je sais qu'il va sortir des mesures. Bien sûr. Donc, si à un certain point, il sort certaines mesures, rappelle-nous. Voilà, je te remercie aussi, tu vois, de cette marque d'attention-là. Et puis voilà, quoi. Et que Dieu nous garde ensemble. Et je dis à tout le monde, pour tous les croyants, quand on arrive ici, la tentation est forte. Mais nous n'oublions jamais le bon Dieu. Bien sûr. Bah, il est là pour nous tous. Bien sûr. Bah, et il ne va pas nous lâcher. Bien sûr. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre attention et bonsoir chez vous.